ici, c'est le site internet avec l'adresse que j'ai proposée. Il s'agit en fait d'un recueil de PDF que nous allons voir. Ces PDF étant des relevés, reprennent des relevés de textes de l'Égypte ancienne. Il y a les Urkundandas Ägyptischen, ici Altertum de de l'ancienne Égypte, mais également il y a les Hochlandas Mittelreich, c'est-à-dire du Moyen Empire, et c'est voilà, c'est toute une série de documentation donc, qui ont été repris, et lorsque l'on clique normalement sur le site, on télécharge des PDF, et alors attention que ces PDF, voilà, donc c'est le scan des documents originaux, donc il y a de Kurt Heinrich Seth, historisch, biographisch, Urkunden, Osden, Zeiten, excusez-moi, mon accent allemand pitoyable, enfin voilà, donc ce sont les recueils de textes. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que ces recueils et cette publication-là, ce sont réellement des notes manuscrites. Donc ce n'est pas dactylographié comme on pourrait imaginer aujourd'hui, c'est réellement c'est le genre de choses qui ont été recopiées, parfois sur des murs, parfois sur des parois, parfois sur des endroits assez inaccessibles, et je dis toujours, ces gens-là, quand ils ont fait ça, ils le faisaient à la main à l'époque, bien entendu, donc ils devaient avoir trois mains, une main pour tenir la plaquette avec la feuille de papier, une main pour se tenir et ne pas tomber, et une main pour dessiner, quoi, hein. Et ils ont fait les relevés ainsi des textes, et c'est une somme évidemment phénoménale d'informations, puisque ce sont des textes tels qu'ils ont pu être observés. Aujourd'hui, on travaillera un peu différemment, mais enfin voilà, c'est la source d'aujourd'hui. Alors plus précisément, la source, et le petit extrait de texte que je vous proposais provient d'une biographie, pardon, pas d'une biographie, une biographie funéraire qui est la biographie de Pepi Ankh-Eri Hib, un personnage assez intéressant, puisqu'on voit qu'il écrit ici son nom et ses différents titres, hein, entre autres ici. Il se présente comme ami unique du roi, mais surtout, si vous regardez bien ici, eh bien, il se fait nommer Pépi, assez logique, mais il utilise un cartouche. Or, cette personne n'était pas pharaon, mais il va quand même se dire à un moment donné, je suis pharaon à la place du pharaon. Alors, les sources, lorsque l'on souhaite travailler là-dessus, on va retrouver les fameux Urkunden dont j'ai de vous parler il y a un moment, et puis il y a différentes publications plus récentes qui ont repris l'étude de ces documents. Néanmoins, les relevés originaux sont toujours d'actualité, et vous devez commencer à voir ici poindre ce qui ressemble au texte que nous allons voir dans un instant. Donc, on est ici, c'est donc un texte beaucoup plus long, on va le passer en revue, mais simplement en le traduisant rapidement, et vous retrouvez ici les textes. Donc voilà au départ de quoi on se met à travailler lorsque l'on a ces textes qui sont ici. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on verra qu'à un moment donné, moi, il y a un petit bonhomme qui était ici qui m'embête dans la traduction, mais qui est bien positionné. Et voilà le texte tout entier. Alors, ça, c'était lorsqu'on avait commencé déjà à étudier le texte à l'époque, avec les différentes étapes. Sur le contexte, en tout cas, toujours important d'y revenir. On a donc des sépultures, des tombes, donc on voit qu'on n'est pas vraiment sur des sépultures, hein, il y en a plusieurs, on est sur une nécropole, nécropole de personnages importants certes, mais pas fondamentalement royaux. Et dans cette sépulture, si vous souhaitez également aller retrouver des photos, il y a le site de M. Alain Guyeux qui se trouve ici, reproduction des photos interdites sans son autorisation, enfin ici on ne fait que la citer. Et donc, on est sur une tombe rupestre dans laquelle on va retrouver notre fameux Pépi Ankh-Eri Hib qui se fait représenter ici, qui n'hésite pas à inscrire son nom dans un cartouche comme s'il était pharaon, alors qu'il ne l'était point. Le taquin. Alors, il y a toute une étude à voir aussi par rapport à ce personnage sur justement la possibilité de retracer ses liens familiaux et de voir avec qui il était lié. Il y a toute une étude qui a été faite à ce sujet-là. Ici, ce qui nous intéresse, donc, nous sommes sur notre texte que je vous propose ici. Donc, comme je vous ai dit, sa biographie funéraire est beaucoup plus longue que les quelques petits mots qui vont nous permettre de réviser le pronom indépendant.
Et dans cette biographie, la personne se présente, hein, et bien entendu, elle va se présenter sous un jour qui est tout à fait positif. Évidemment, elle ne va pas se présenter comme étant sur un jour négatif, puisque c'est l'image qu'elle veut donner pour l'éternité. Il nous dira donc qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans parmi les vénérables, les vivants et les bienheureux. Il nous dira ensuite, un peu plus loin, qu'il a passé une grande partie de ce temps comme directeur des prêtres d'Hathor, la maîtresse de Sis. Il continuera en disant quand d'autres années, petite faute de frappe ici, qu'entre autres, auprès d'Hathor, maîtresse de Sis, pour l'avoir et pour accomplir l'offrande pour elle avec ses deux mains. Donc il précise bien qu'il était près de Dieu. Il le dit, j'ai fait tout le temps qui était le mien, je l'ai fait en tant que service officiel, en agissant bien et en disant ce qui est aimé, donc ce qui est apprécié. Donc, elle se présente évidemment tous ces aspects positifs. J'ai passé toute mon existence que j'ai passé en service officiel en agissant bien et en disant ce qui est aimé. Il continue afin d'acquérir une bonne réputation auprès du Dieu et d'avoir une très belle vieillesse. Forcément, parce que vivre 100 ans, c'est pas mal. Je l'ai partagé à les adversaires à leur satisfaction parce que je savais que c'est ce que le Dieu aime. Je me suis jamais couché en colère contre des gens qui ont... Vous voyez que là, on est dans quasiment une confession négative. Je n'ai pas, mais il ne dit que des choses positives. J'ai ordonné qu'on construise ma propriété de magistrat dans l'Occident, dans le quartier de Nebet Mahat, un lieu pur où l'on n'avait jamais construit, je pense, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on n'avait jamais rien construit. Et je n'ai jamais, aucun ancêtre n'y avait construit, c'est moi qui ai inauguré ce quartier, il est fier, quoi. Il tiendra lieu pour moi de nécropole et il fera ce que je souhaite, j'y ai grandement prêté attention quand j'étais parmi les vivants. J'y suis venu alors que j'étais âgé et très vieux, bah oui, un siècle, centenaire quand même, ayant passé mon existence parmi les vivants parce que j'étais un vénérable auprès du roi. Donc vous voyez qu'il se présente comme étant quelqu'un d'extrêmement important, consciencieux, et surtout, il se présente comme quasiment un héritier du roi, un héritier putatif du roi. Voilà. Et alors, il va terminer sa biographie funéraire par un acte j'ai presque envie de dire de vantardise. En Belgique, on a un mot pour ça, qui est le mot dikkenek, et qui est vraiment celui qui a le gros coup et qui vraiment se présente sous un jour plus que meilleur. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que nous allons avoir l'usage d'un pronom personnel particulier qui est le pronom indépendant. Donc si on regarde dans notre taxonomie des différents éléments, on voit que nous avons les différents mots, avec des mots signifiants, des mots structurants qui sont ici. Ces mots structurants nous conduisent dans la catégorie des pronoms, dans lesquels nous avons les pronoms suffixes. Pour la conjugaison suffixale, la possession suffixale, le pronom personnel indépendant, et puis il y a encore les autres, les dépendants, les démonstratifs, les possessifs, les relatifs, etc. Mais celui qui nous intéressera, ce sera le pronom personnel indépendant. Pronom personnel indépendant, il se décline en genre et en nombre absolument comme tous les autres. On aura des masculins, féminins, des singuliers, pluriels. Il y en a qui sont particulièrement usités et celui-ci, entre autres, celui de la première personne du singulier est assez fréquent. C'est moi qui. Et l'autre qui est ici, c'est toi qui. Ce sont les deux plus fréquents. Les autres sont parfois utilisés, mais c'est quand même un peu plus rare, il faut bien le dire. Alors le c'est moi qui, va être forcément utilisé, et nous sommes, c'est assez logique, dans une biographie funéraire. Donc c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai été cela. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'usage du pronom indépendant, c'est que ce pronom indépendant se place en début de phrase. Forcément, puisque, autre tableau, dans notre prédication, si on prend une prédication verbale, inévitablement, d'une prédication verbale, le verbe ou le groupe verbal vient en premier et il est suivi du sujet. À partir du moment où cette place est occupée par un pronom indépendant, forcément, on ne sait pas avoir une phrase verbale qui utiliserait un pronom indépendant. On aura d'autres formules plutôt de type adverbial, donc non verbal, avec par exemple celle qui utilise l'accompli résultatif,
on dira c'est moi qui suis apparu, c'est moi qui, on est obligé d'insérer un verbe être, c'est moi qui suis, je suis apparu en état de Dieu, par exemple, dans ce cas-ci, le petit exemple que j'ai mis dans mon tableau, mais voilà, l'usage du pronom indépendant se fera en début de phrase. Hein. On pourra éventuellement le retrouver dans d'autres catégories de pronoms, mais en tout cas certainement pas dans les phrases verbales, puisqu'il a pris la place du verbe. Alors, à partir de là, nous avons donc la désignation forcément du sujet qui est évidente. Pour voir si on ne sonne pas à la porte. Lorsque l'on avait les trois textes remis les uns à côté des autres, ici, comme je voulais publier, eh bien, on va avoir, ici, on va constater que l'on a ici une espèce de litanie, et c'est assez logique parce que d'un point de vue de la rédaction du texte, on est sur la clôture de sa biographie funéraire, et c'est une clôture un peu emphatique, hein, il est ainsi, c'est moi qui étais ceci, c'est moi qui étais cela, et donc on aura donc le c'est moi, attention, je ne suis pas dans le bon monde, hop, voilà, donc on a ici le c'est moi qui suis, on a un mot imaku, qui est fort fréquent, qui est la notion de vénérable, possesseur de vénération, comme on dit quelquefois également, et ensuite on a une préposition, et donc là, littéralement, on aura moi et c'est moi qui, non, pardon, et on se trompe, hein. C'est moi qui suis. C'est moi qui suis, c'est moi qui est vénérable. Préposition auprès, tout simplement, du roi. Alors, ici, on aura ensuite bien, le même usage, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une succession dans le même texte de la même forme grammaticale, c'est-à-dire la même structure, le même paradigme, la même patterns, comme disent nos amis anglais. Hein, donc on a une construction grammaticale avérée, puisqu'on va la retrouver fréquemment. Il est vénérable auprès du roi, mais il était également vénérable auprès du grand dieu, épithète d'Osiris. Hein. Donc il fait référence à une divinité. Bon, on peut supposer que le grand dieu, c'est Osiris. Puis-je vous demander quelque chose? Dans la traduction précédente, vous mettez à l'imparfait. Et maintenant, vous mettez au présent. Ça, c'est juste. Alors, comme quoi on se laisse influencer par son background, j'ai envie de dire. Dans le sens, j'entends un grand bruit. Oui, il y avait un frottement sur un bruit. Et donc, c'est la problématique de la perception du temps qui passe, j'ai envie de dire. Cette notion est différente d'un peuple à l'autre. Aujourd'hui, nous, dans notre pensée occidentale, on a une pensée, une conception, une perception du temps qui est plutôt linéaire. Et on va de la création du monde jusqu'à sa fin, et cette notion est reprise depuis quasiment le Moyen-Âge, avec la création du monde et l'Apocalypse. Ouais. Cette notion n'est pas incompatible, j'entends par là, philosophiquement parlant, avec la notion de Big Bang, et puis un jour de contraction de l'univers qui fera que l'univers disparaîtra dans des milliards d'années. Bon, des milliards ou centaines de milliards d'années, etc. Donc c'est une vision linéaire. Cette vision linéaire n'est pas unique, il n'y a pas que celle-là. On a d'autres visions, notamment vous avez les Amérindiens, entre autres, les Incas, etc., qui ont une vision agricole dans un premier temps, c'est important, et donc une vision beaucoup plus cyclique, et qui estiment que l'univers évolue selon des cycles de temps. Hein, je ne sais plus, c'est dans
je pense que c'est les Incas, où ils ont le grand cycle, le petit cycle, et il y a toute une série de mécanismes pour calculer, mais la perception du temps est cyclique. On part d'un point et on y revient. Pour les Égyptiens, il semblerait que, et pour l'Antiquité, et peut-être pour les peuples proto-historiques, que la perception du temps était plutôt une espèce de stase avec ce qui a été, ce qui sera d'accomplissement certain, ce qui sera d'accomplissement incertain. Donc vous voyez, donc c'est des notions de temps, cette perception du temps est propre à chaque civilisation, et elle évolue. C'est la raison pour laquelle, ici, si on réfléchit, on a quelqu'un qui est mort. Et il parle pour l'éternité. Et il a envie de dire pour l'éternité qui il a été et qui il souhaite être. Il ne va jamais dire « c'est moi qui suis un voleur, c'est moi qui suis un malhonnête, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai escroqué ». Non, il ne va jamais dire ça. Il va dire « c'est moi qui étais la personne la plus merveilleuse du monde et pour l'éternité, je veux que ce soit le cas ». Donc, s'il parle réellement, il est mort. De son vivant, c'est un archétype. Et dans son futur mortel, il a envie, tiens, voici madame, je vais l'accepter. Et bienvenue, voilà. Vous avez reçu le lien, voilà. Et donc, pour l'éternité, il souhaite être reconnu en tant que tel. Donc, cette notion de présent ou d'imparfait ou de passé simple, il faut quelque part un petit peu la dynamiter pour comprendre la manière de penser des Égyptiens. Littéralement, je pense que il faudrait, si on se place dans le contexte de la biographie funéraire, le traduire par une espèce de présent d'éternité. Je suis de toute éternité, j'ai été, je suis et je serai de toute éternité quelqu'un de vénérable auprès de roi, et je suis quelqu'un qui de toute éternité, je suis, j'étais avant, je suis encore, etc. Quelqu'un qui est honoré auprès du grand Dieu. Il y a un process, un mode, je pense en grec ancien, qui est l'aoriste. L'aoriste, ça permet d'exprimer une vérité générale. Alors une vérité générale, c'est-à-dire, je cherche un exemple, on a déjà eu, hein, quelque chose qui de toute éternité est. Si je dis par exemple, le Dieu est bon, et que cette divinité par essence a pour fonction d'être bonne, eh bien, c'est une forme d'aoriste, quelque part. Il y aurait de meilleurs exemples, il faut que je réfléchisse un peu, mais il y aurait de meilleurs exemples que ça, mais voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je le traduis dans une biographie funéraire comme si la personne était vivante et comme si elle parlait à l'instant T présent, mais il est mort. Donc, dans notre pensée occidentale, si on est mort, ben, il faut parler au passé. Vous voyez ? Et là bah, c'est là que c'est un peu compliqué. Hein. Vous m'avez posé une question, je réponds. Hein. Non, tout à fait, mais je suis complètement d'accord pour le fait qu'on est sur une approche de vérité absolue et éternelle, mais c'est comme il y avait écrit GT, je me suis dit, mais où est la marque du passé, je la vois pas. Donc... En ce qui me concerne, c'est pas une déformation. C'est psychologiquement, si on a quelqu'un, psychologiquement, si on dit je vais traduire, hein, rappelez-vous, l'étude du contexte et l'analyse du contexte est toujours essentielle. La personne qui. Ce texte-là, il est gravé dans une tombe. Oui. Donc pour moi, occidental, inconsciemment, je vais me dire c'est qu'il est mort. Donc je vais rédiger sa biographie funéraire. Si aujourd'hui on rédige la biographie funéraire de quelqu'un, d'un roi ou que sais-je, on va en parler au passé. Pour l'Égyptien, il est toujours vivant. Et le simple fait de prononcer son nom, ses titres, fait qu'il continue aujourd'hui d'être toujours vivant dans leur principe de pensée. Hein, donc voilà, et effectivement, donc c'est moi qui suis, c'est moi qui étais, on est là à la limite entre la traduction et l'interprétation. Après, en linguistique, en approche linguistique, vous avez quand même deux grandes approches, qui est l'approche strictement grammaticale, et puis l'approche qui est une approche beaucoup plus interprétative, où on peut se centrer sur le sens.
Et en fait, il faut faire un mix un peu des deux pour arriver à une traduction. Voilà. Donc effectivement, ici, si je souhaite un jour publier cette traduction-là, il faudrait mettre en introduction, attention, ceci est une biographie funéraire, j'ai décidé de la traduire au présent, en respectant l'esprit des anciens Égyptiens. Hein. Mais voilà, donc savoir que la personne parle d'elle au présent alors qu'elle est morte. Bon. Alors, dans les autres exemples qui sont ici, eh bien, nous avons ensuite, hein, ça ne posait pas beaucoup de grosses difficultés, hein, puisque nous avions, je suis ici, c'est moi qui suis. Hop, attendez. Donc, c'est moi qui était ou qui suis. Hein, je vous laisse choisir entre présent ou l'imparfait. Qui suis quelqu'un qui était honoré auprès des hommes, hein, de la population, des êtres humains, tout simplement. Hein. Et alors, bien entendu, pourquoi je mets celui-là? C'est pas celui que je voulais avoir. Donc c'est moi qui étais vénéré, c'est moi qui suis vénéré auprès, et c'est là que je vais avoir une petite interrogation par rapport à ceci, c'est dans l'exercice, c'est peut-être le seul point, parce que j'aurai donc ici le participe ekenesi, donc favorisé auprès de Mout, ben, sa mère. Ce qui m'interpelle, vous voyez, c'est que ici Mout est bien écrit avec le... La faute. Hop, vous me dites rien, pour être certain de bien tout. Attention, ça défile, pardon. Hop, je suis passé un peu loin. Faut rouspéter quand c'est écrit trop petit. Hein. Faut jamais hésiter à rouspéter, c'est très bien. Donc ici, on retrouve la même structure que de la phrase précédente. Hein, c'est moi qui suis, et on aura ici favorisé, loué par sa mère, avec mère mout écrite avec le complément qui est ici. Par contre, ici, ce qui me tracasse un petit peu, c'est qu'on a le F qui est là. J'imagine que c'est pour une raison de cadre ou de mise en page, mais c'était bien écrit ainsi dans les Urkunden, on va malgré tout les vérifier, mais donc ici on devrait avoir pour ceci, donc celui qui est favorisé par it, de manière archaïque, la petite miche de pain peut se translittérer it ici. Et alors ici, il y a un jeu, puisqu'on a le it égale f qui est ici, et que souvent it est écrit avec un f, mais qui reste muet. Hein. Maintenant, on est sûr et certain que c'est le père, puisqu'on a juste après la mère. Donc voilà. Et alors je me suis interrogé, je vais quand même aller vérifier, mais il me semble bien que oui. Vous connaissez. Donc dans les... Voilà, hein, si vous regardez ici, nous sommes donc de retour dans les Urkunden de Pepi Hankibre. Et ici, on va bien retrouver ceci, hein, c'est moi qui ai avec le titre. Par contre, le concept est une autre chose, c'est juste, mais on voit bien qu'ici, le F est placé ici. Il a mis un petit 4, je vois au-dessus qui est entouré. Oui, mais je n'ai pas les notes de l'ouvrage original, je ne les ai pas retrouvées, donc normalement, et en principe, les 2, 3, 4, c'est l'indication des lignes ou des colonnes dans le relevé. Principalement, ça sert. Par contre, je remarque une autre chose, et ça, je n'avais pas vu. Il faudrait être. C'est que ici, donc là, il est écrit c'est moi qui suis l'Imaku, c'est moi qui suis l'Imaku, c'est moi qui suis l'Imaku. Par contre, ici, les Imaku, ils n'y sont pas. Vous voyez là? On a directement ceci. Et bien, ça, je ne l'avais jamais vu. Ça, c'est le reste du texte. Et donc, en fait, ici, c'est quand même stupéfiant. Hein. Réellement, ce qu'il a écrit, on va vérifier, hein, mais... Moi, je n'ai pas séparé le NTF parce que pour moi, on est encore dans un pronom indépendant comme c'est lui qui, etc.
Moi, c'est ce que j'avais fait aussi, mais par contre, ça allait pas c'était compliqué à traduire. J'avais mis aimer de moi celui que j'aime, en partant du jeu, parce qu'il y avait. Et NTF, ça devenait encore un autre pronom indépendant. C'est lui qui, Celui que j'aime, aimer de moi, et favori de sa mère. Je sais pas si c'est. Du coup, c'était pas une erreur le NTF. De ce que j'avais relevé, non, mais comme je constate ici qu'il me manque, pareillement à la phrase suivante, il ne me dit pas de bêtises, qu'il me manque ceci et même cela. Parce que là, on aura effectivement celui qui est aimé de ses semblables également, hein, par sa fratrie. Ça, bon, ça me paraît. Donc, dans le relevé, il y avait ceci. Donc là, paf, ça, on le vire. Donc là, il était bien. Par contre, effectivement, on bute sur le même ici, et lui. C'est le A1 derrière. Je dis, si on met comme ça, c'est vrai que le A1, il nous gêne un peu, quoi. Ben, moi, c'est ce que je dis au départ. Hein, c'était moi ce qui me tracassait le plus. Moi, j'avais fait comme ça. C'est que là, on a le pronom indépendant qui est après le verbe aimer. Si on considère que c'est celui que j'aime, ou aimer de moi, alors que normalement, le pronom indépendant est avant. Ouais, c'est ça. Le pronom indépendant est avant. Et là, il est après le verbe aimer, et si on considère que le A1, c'est par rapport au verbe aimer. Qui va être derrière. Et en même temps, le père et la mère, ça me paraissait logique aussi. Vous voyez, c'est un peu... Oui. Donc, je retourne dans mes sources. J'étais quelqu'un qui était bien aimé par son père, loué par sa mère. Donc, manifestement, et alors en translittération. Mais dans la translittération, le Kessi, c'est pas un che, c'est un S. Oui. Ici, oui, d'accord. Là, nous sommes bien. Hop. Je veux dire celui-ci, oui. Hop. Oui. Non, favoriser avec l'aiguillère le. Si on regarde la construction par rapport aux différents textes qui sont dans cette partie ici, hormis le fait qu'il ne dit pas effectivement vénérable auprès de l'aimé, on a la construction c'est moi qui suis aimé, en principe ici, de son père. Et qui est ici, c'est moi qui suis favorisé de sa mère, et puis ensuite ici on a la construction, c'est moi qui suis aimé de sa fratrie. Donc ici, d'où mon idée que le F qui est ici, en fait, avait été placé, ça on le sait que ça arrive, avait été placé devant le déterminatif et aurait dû se mettre ici, sachant que le T qui est ici, le it, est quelque chose qui est un mot archaïque et on peut retrouver dans le dictionnaire. Je vais aller chercher l'erreur. Hop, on ne bouge pas. En fait, voilà la graphie ordinaire. Donc, on a ici itef, it, le père, et qui est quelque chose que j'ai toujours connu comme étant quelque chose un archaïsme. Où ça se translittère it, le F est souvent inscrit, mais est la plupart du temps, et on peut le transcrire également ici, itef, son père. Et donc voilà la graphie, on va dire, orthodoxe. Alors,
on reste donc sur notre inscription. Je ne vous cache pas que dans le texte qui précédait, sur quoi on s'entend, nous avions donc travaillé, hein, le texte ici, il y avait plusieurs choses qui paraissaient parfois un peu bizarres dans le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, c'était aussi un des aspects qui était intéressant, c'est que Monsieur Pépian-Guibré, le fait qu'il puisse s'attribuer un cartouche comme s'il était pharaon, c'est parce qu'on était dans une époque durant laquelle le pouvoir central s'était affaibli. Et donc, dans ces cas-là, la qualité des travaux et de l'enseignement des scribes avait tendance à diminuer aussi. Hein. Et c'est là que, dans les périodes intermédiaires notamment, on va retrouver le plus de bizarreries. Alors, on va essayer de trancher pour ce petit texte ici, pour aujourd'hui en tout cas, comme quoi, hein, dans l'usage du pronom personnel indépendant, dans les premières parties ici, ça paraissait très clair. C'est moi qui suis le vénéral, c'est moi qui suis honoré auprès du Dieu, c'est moi qui suis honoré auprès des hommes, c'est moi qui suis représenté ici. Voilà, c'est moi qui suis favorisé par qui était celui qui était le favori de sa mère. C'est celui qui est le favori de sa fratrie, mais il nous reste ce problème-là. Hein, donc, si on prend écrit même comme ça, on aurait « c'est moi qui suis l'aimé du père ». Je suppose que c'est le sien, vu qu'après, il est favorisé de sa mère. Donc, écrit ainsi, on vient de le voir, hein, on a la graphie qui est connue, qui était ici. Voilà, maintenant, on s'attendrait. Hein, voici, il est là, c'était écrit, le père. Bon. Après, il faudrait pouvoir se dire, de voir ce qui est ensuite écrit. Voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de F, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pronom personnel ici. L'idéal eût été, pour que ce soit très clair, qu'il soit derrière. Qu'on ait carrément ça. Hein, voilà. Là, c'est clairement écrit, c'est celui qui est aimé de son père. Mais il y a le F, le pronom personnel suffixe ici, qui n'y est pas. Donc, si on reprend le fait de se dire qu'effectivement, on aurait en fait ici l'usage du NTF qui est ici, on est sur la troisième personne du singulier. Donc, ce serait ici, c'est celui qui aime, puisque le pronom personnel indépendant vient en début de phrase, on aurait celui qui est aimé, puisque là on a un participe, celui qui est aimé, mais qui dit participe, hein, le participe c'est un adjectif, enfin, c'est un verbe utilisé comme adjectif. S'il est aimé, il doit être aimé de quelque chose ou de quelqu'un. Si je remets ici en tant que pronom indépendant, c'est une nouvelle phrase qui dirait « c'est lui qui est moi ». C'est lui, oui, c'est ça. Enfin, voilà, moi, ça me paraît, je vois plus difficilement ce que ça peut vouloir dire. Hein, donc, je cherche ici les différentes combinaisons possibles. Hein. Donc, c'est lui qui est moi. Enfin, j'arrive à un résultat qui me paraît grammaticalement correct, mais qui, d'un point de vue du sens, m'échappe. Dans le sens, on s'attend plus à avoir, et alors si on compare ça avec d'autres biographies funéraires, le fait de dire c'est moi qui suis aimé de mon père, c'est moi qui suis aimé de ma mère, c'est moi qui suis aimé de ma fratrie, ça paraît quelque part plus logique. Dans tout ce qu'il a raconté précisément. Et on se dit qu'à chaque fois, on n'a pas de surprise. Je me suis dit, petit exercice grammatical un peu plus simple. Eh ben non. Hein. Parce que si on le prend même sur certaines graphies
où on a le T tout seul, TF qui est ici, ce serait « c'est moi qui suis aimé de mon père ». Si on le prend ceci comme étant un pronom personnel suffixe possessif. Que F tout seul, dans certaines graphies, peut également, on avait retrouvé ici, je ne sais pas d'où, vous voyez ici, dans les variantes, hein, on peut retrouver le TEF tout seul, donc à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait de type séparé, hop, c'est moi qui suis aimé, CTLG, hein, si je prends cette graphie-là, j'aurais ici, c'est moi qui suis aimé de mon père. Vous voyez? Donc on a au moins 3 possibilités de traduction qui grammaticalement se tiennent, et il faut choisir une qui sera celle qui nous paraît la plus plausible au niveau du sens. Après, c'est vrai que si on met mon père, la suite, ça va pas trop avec, puisqu'il m'est loué par sa mère. Mais c'est ça, maintenant ouais. on peut faire des recherches, hein. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des textes et des versions où on dit, voilà, j'ai été aimé de mon père, j'ai été aimé de ma mère. Voilà, mais en général, c'est ce qu'on appelle en tant que tournure de style, ce qu'on appelle les distiques, notamment, où on va avoir... Les Égyptiens aimaient bien ça, hein, ils avaient, ça se voit même dans leur mythologie, ils avaient... comment allez, on avait par exemple Isis, Osiris, Nephthys, Seth. Les Égyptiens aimaient beaucoup la notion de dualité dans leur... puisqu'ils ont même un pluriel duel dans leur grammaire. Il y a cette notion de dualité qui est assez présente. Donc, voilà, moi j'ai envie de le traduire, je le sens, je suis quelqu'un qui était bien aimé de son père et loué par sa mère. Mais il y a effectivement un souci au niveau du... Après nous n'avons que, entre guillemets, les relevés de Monsieur 7. Hein. Il faudrait l'idéal, ce serait de retourner voir... On y va quand hein. Hop, où est-ce qu'il est de retourner voir dans sa tombe exactement ce qui était écrit sur la paroi du mur. Hein. Puisque c'est écrit quelque part par là. Et alors, par contre, je n'avais pas vérifié ça, mais je vais été rechercher cette traduction-là. À partir de là, si on veut approfondir, j'ai une série de textes à votre disposition, justement. Hein, je peux les placer sans problème. C'était ici. Donc, en fait, au départ, ce qui m'a fait m'intéresser à cette publication, c'était pardon, une étude ici où on avait où on retraçait l'ensemble des différentes relations du personnage avec d'autres personnages de la même époque. Et donc, en utilisant un logiciel qui permettait de relier les personnes. Et donc, vous avez Pepi Hank et Rihip qui forcément est un personnage important. Et alors, au départ de tout ce qu'on connaît comme texte, on pouvait établir ces différentes relations, soit des membres du réseau de parenté, hein, et de pouvoir établir toutes ces relations avec la cour du roi et ce personnage quand même relativement atypique, puisqu'il était un nomarque, je pense, à la base, et qui s'est dit, tiens, moi je vais un peu devenir pharaon à la place du pharaon, enfin, tout à fait remarquable. C'est quelle époque ça exactement? Parce qu'ils ont découvert sur Saqqara des nouvelles tombes dont on parlait hier encore, et il y a déjà un Pépi qui est cité dedans, et qui est le grand prêtre, et qui est aussi sous un cartouche, quoi. Et vous aviez, je recherche, hop,
C'est même tout un problème, toute une problématique justement, que la datation de cette tombe. Et j'avais la datation du vizir. Et voilà, donc Pépi Ankhéri possède la plus riche titulature des gouverneurs du 14e nome de la Haute-Égypte durant l'Ancien Empire. Vizir, superviseur des prêtres, relateur de qui, superviseur des scribes des documents du roi, l'une des plus hautes charges de l'administration égyptienne. Vous voyez, c'était déjà quelqu'un qui était important dans la fonction. Et de mémoire, donc, lorsque le pouvoir central s'affaiblit, ça doit être la première période intermédiaire, il va essayer de prendre le pouvoir. En tout cas, il va avoir tendance à s'émanciper, dirons-nous. Mais ça n'est pas encore totalement certain. Vous avez ici bon, tous les ouvrages et alors, quand il y a énormément d'études, c'est que le sujet n'est pas totalement traité. Et donc on parle voilà, des plus hauts fonctionnaires qui ont été inhumés. Ce qui veut dire aussi qu'on pourrait avoir des archaïsmes hein, aussi. Ça c'est la photo que j'avais de. Donc voilà, ici, cette datation est contestée, etc., etc., propose au contraire de la dater de la fin de la 6e dynastie. Donc voilà, on est en tout cas sur quelque chose d'archaïque, ça c'est clair, même si malgré tout, l'ensemble de sa biographie funéraire est rédigé dans un égyptien qui est quand même relativement homogène et se rapproche déjà de l'égyptien classique. Donc voilà, ici, cette petite traduction qui nous ramène hein, sur l'usage des pronoms indépendants qui sont ici, avec, comme d'habitude, c'est très rare quand même, lorsqu'on travaille sur des textes réels, authentiques, originaux, c'est très rare de pouvoir arriver à se dire qu'on arrive à 100% de quasi-certitude de la traduction. Il y a toujours un truc qui coince quelque part. Donc, mais les pronoms, l'objectif était de revoir les pronoms indépendants, ben, nous les avons revus. Mais ça prend toujours des... Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais choisir pour la prochaine fois. Mais je pense que pour les petites séries du dimanche que j'enregistre pour faire les vidéos YouTube, je vais continuer quand même sur des petits points de grammaire. Ouais, c'est bien. Je sais pas, ça vous intéresse d'avoir, ici notamment celui-ci, c'était l'article qui m'a fait pencher justement sur ce personnage-là, qui est assez caractéristique. Ça, je peux vous le transmettre si ça vous intéresse. Oui, ouais. Oui, merci. Oui, c'est bien. Personnage complexe. Et... Mais maintenant, c'est des centaines de milliers de pages. Eh bien, voilà. Et sans s'en rendre compte, 1 heure est passée.
Oui. Ça a été moins fastidieux que la dernière fois. Oui. Ouais, mais la dernière fois, oui, mais ça, il faut. Je dis toujours, la première des choses que nous enseigne la traduction des hiéroglyphes, c'est la modestie par rapport à ce qu'on sait. On est toujours à un moment ou à un autre. On a toujours à un moment ou à un autre son calqué qui est rabattu. Il ne faut pas s'imaginer pouvoir dire je sais. Donc il y a toujours un moment donné où il y a un truc qui coince, où il y a quelque chose qui nous échappe. Et malheureusement, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Il faut rester socratique. Oui, ici, et oui, je veux dire en même temps, il y a eu également le Pépi Ankh Eni le Noir. Et donc, ce qui est intéressant avec le personnage ici, c'est que avec les biographies de personnages comme ceux-ci, c'est que il a d'autres relations et donc on peut croiser des textes, on peut confronter des textes. On avait eu, dans les tombes, d'autres tombes de personnages où effectivement on se rend compte qu'il y en a des deux qui ment parce qu'il est contredit par son neveu qui quelques décennies plus tard fait rédiger sa biographie funéraire et il s'avère que ce que racontait l'un ne correspond pas avec ce que raconte l'autre. Donc il y a des deux qui mentent. Donc vous voyez ici, voilà, donc la tombe en elle-même qui bien entendu a été pillée, hein, ben voilà, on se pose la question de savoir précisément de quand un Pépi Young, quand justement cette tombe pouvait dater.